table ronde sur l'accélération de l'utilisation des données de santé et la souveraineté. Donc, je suis Monique Sorrentino, directrice générale du CHU de Grenoble, et je m'occupe du numérique et des data de CHU avec mon mon binôme, le professeur Vincent Vublet. Donc, je vais présenter les membres de la table ronde. Donc, Dominique Post, qui est directeur général de la Poste Santé Autonomie. Le professeur Bednarek, vous êtes néonatologue, mais vous représentez ici la conférence des doyennes et des doyens de CHU, et vous êtes donc doyenne de l'UFR de médecine du CHU de Reims. Frédéric Lavie, PDG de France Biotech, c'est ça? Frédéric Girard, pardon. Frédéric Girard, il fallait bien que je me trompe. PDG de France Biotech. Le professeur Vincent Vublet, qui est néphrologue, PUPH de néphrologie, mais qui s'occupe aussi beaucoup d'intelligence artificielle, de data. Il co-anime avec moi la commission gouvernance des data de CHU. Et donc Frédéric Lavie, qui est directeur de la recherche et de l'innovation en santé au niveau du LEM, donc les entreprises du médicament. Voilà, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour une table ronde et éventuellement des échanges avec vous pour parler du projet FEDATA qui est porté par l'ensemble des CHU, donc les 32 CHU qui se sont mis ensemble pour accélérer l'accès aux données de santé des entrepôts de santé des CHU et pour arriver à construire une accélération donc de l'accès aux données de santé via le partage des données selon un mode fédéré, donc d'où le sujet FEDATA. Voilà, donc je vais commencer. Alors, ce projet FEDATA nous occupe énormément, on en reparlera et on vous donnera des détails. Mais avant de parler du projet en tant que tel, je voulais demander à Frédéric Girard pourquoi vous soutenez ce projet depuis ses origines, c'est-à-dire depuis quasiment 2 ans. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet? Et puis peut-être nous faire un éclairage entre le projet FEDATA et le travail important que France Biotech a fourni sur l'interopérabilité en termes de données de santé aussi. Je vous passe la parole. Merci. Bonjour à toutes et oui, on est tous ici très attachés à notre système de santé et je pense que l'égalité d'accès à ce système est un facteur fort de cohésion sociale. Ce que l'on observe, c'est quand même une augmentation de façon très significative de développement. Merci. Ce que l'on observe, c'est une augmentation très significative des coûts de développement et des coûts d'accès aux technologies innovantes en santé, à un moment où on est, tout le monde le sait, dans une situation budgétaire particulièrement contrainte, avec, je dirais, un environnement qui peine à satisfaire les gens qui le servent, et on sait que tous les acteurs du système de santé sont très très engagés. Et donc il y a indiscutablement urgence à dégager des marges de manœuvre en termes de ressources, que ce soit du temps ou de l'argent. Et c'est là où les données représentent indiscutablement une opportunité. Et ça, quelles que soient les technologies de santé. Vous le savez peut-être, mais France Biotech, on accueille aujourd'hui toutes les entreprises innovantes en santé, que ce soit des entreprises qui développent des médicaments, des dispositifs médicaux ou des solutions de santé numérique. Et toutes ces familles technologiques sont concernées par les données de santé. Alors, c'est une chance pour la France parce qu'on a une culture forte de la collecte de données. En même temps, c'est un défi parce qu'on sait tous que ces données sont très difficiles à accéder dans le contexte actuel. Pourtant, elles peuvent aider au niveau de la recherche. Donc, quand je dis recherche, c'est la recherche, le développement, que ce soit de nouvelles technologies, mais aussi de la recherche sur l'efficience des organisations. C'est l'accès au stock de données qui est particulièrement riche. Maintenant, pour accéder à des données de qualité, aujourd'hui, c'est à peu près 18 mois, ce qui est totalement incompatible avec la façon de fonctionner des startups en santé qui ont entre 6 et 12 mois de cash. Donc quand vous demandez l'accès à la donnée, la boîte est en liquidation quand vous avez finalement accès à ces données. Ce qui fait que nos entreprises vont, celles qui développent des algorithmes, acheter des données à l'étranger, beaucoup aux États-Unis, ce qui est évidemment une perte de chance en termes de création de valeur nationale, mais également pose un problème de souveraineté. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on a tout de suite vu le potentiel de FEDATA, qui s'appuie finalement sur un dispositif existant que sont les entrepôts de données de santé au niveau des CHU, dont on a fortement soutenu le développement, et arrive finalement à fédérer l'accès à ces données. On croit beaucoup finalement dans une approche qui est plus une approche bottom-up, comme on dit en bon français dans le texte,
où on part de choses qui fonctionnent déjà pour essayer de les fédérer. Ça, c'est les données, le stock de données utiles à la recherche. Et puis, il y a d'autres données que sont ce qu'on appelle le flux de données, c'est-à-dire les données dans un établissement hospitalier, dans un parcours de soins. Et là, il faut souligner l'immense complexité de la situation, avec pour les CHU, les hôpitaux, des centaines d'applications qui collectent des données sans être interconnectées entre elles. Ce qui aujourd'hui est un frein majeur. On a les 3/4 des entrepreneurs qui développent des solutions qui pourraient optimiser le parcours de santé, qui se plaignent des difficultés d'accès à ces données. Et on sait que l'efficience des soins est un levier majeur d'économie. L'OCDE dit que 25% des dépenses de santé sont évitables à travers la prévention et l'efficience. Ce n'est pas que les acteurs ne soient pas soucieux de l'efficience, c'est juste qu'ils n'ont pas les outils qui leur permettraient d'optimiser ce parcours de soins en maintenant, voire en améliorant la qualité des soins. Et c'est tout ce que l'on a mis en évidence dans notre rapport, c'est cette complexité, ce coût que l'on estime entre 500 millions et 1,5 milliard. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de ce coût, qui consiste à développer, bricoler des solutions pour rendre les solutions interconnectables, faire de la double saisie pour arriver à avoir une idée en fait de la situation d'un patient à un temps donné. Et nous, ce que l'on a proposé, c'est que évidemment toutes les solutions qui soient utilisées par les centres hospitaliers bénéficient, soient équipés de ce qu'on appelle des API, qui sont des espèces de ports de communication, des API gratuites, exhaustives et sécurisées de façon à faciliter l'accès aux données en temps réel. Merci beaucoup. Donc maintenant, je passe la parole au professeur Juiblet pour que vous nous expliquiez un peu plus comment ça va fonctionner, ce projet FEDATA, et notamment que vous nous expliquiez comment potentiellement on va pouvoir créer l'un des plus grands espaces de données de santé européens, dans le cadre aussi de la mise en place au niveau de l'Europe de l'espace européen des données de santé. Donc dites-nous un petit peu plus de quoi il retourne avec ce projet qui est très prometteur pour les années à venir. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup. Donc, le plus grand espace de données de santé européen. Alors pourquoi FEDATA a cette ambition? D'abord par sa constitution native qui agrège 32 CHU qui se sont mis en ligne et en convergence pour construire un espace de données qui sera alimenté par les données de ces CHU selon un principe, selon une approche fédérée. C'est-à-dire que les données des entrepôts de données de santé hospitaliers des CHU resteront dans les CHU, mais grâce au dispositif FEDATA, eh bien, il y aura un accès qui sera facilité. L'enjeu, c'est celui que Frédéric Girard vient d'énoncer, c'est qu'on puisse faciliter, accélérer l'accès aux données de santé. Et au travers des données de santé, il n'y a pas que la donnée en tant que telle, il y a l'expertise de cette donnée de santé qui lui donne toute sa valeur. Et cette expertise, elle est située dans nos établissements de santé, en proximité de la donnée. Et FEDATA, c'est donc un projet qui, à la fois, intègre une organisation avec un guichet centralisé qui va permettre aux investigateurs, qu'ils soient académiques, institutionnels ou privés, industriels, de pouvoir accéder facilement aux données avec un interlocuteur au sein de FEDATA. C'est aussi une innovation technologique avec une plateforme technologique dont Dominique pourra reparler sur une approche Gaia-X qui est un standard européen avec une plateforme fédérée qui nous permettra d'approcher les données, à la fois de les identifier, mais aussi de les traiter à partir d'un guichet centralisé sans avoir besoin de mobiliser les données. Et puis, c'est aussi cette capacité à pouvoir intégrer de nouveaux partenaires dans FEDATA. Alors, bien sûr, des partenaires de la recherche, des ONR, des laboratoires de recherche publics, des cohortes qui pourront être alimentées plus facilement par FEDATA en permettant d'associer les données de la recherche avec les données de vie réelle. Et puis de pouvoir développer de la recherche, notamment en intelligence artificielle, en permettant d'accentuer la souveraineté. Et ça, c'est un élément qui est tout à fait
tout à fait favorable. Enfin, Fedata est construit sur un modèle qui se veut ouvert et non contraignant. Ouvert parce qu'il va permettre à d'autres établissements, lorsqu'il sera fonctionnel, de pouvoir éventuellement contribuer à l'espace de données. Il se veut aussi non contraignant, permettant à l'ensemble des établissements qui y participent de pouvoir y recourir pour faciliter l'accès aux données, l'accélérer et rendre cet accès aux données compatible avec les enjeux de la recherche et les enjeux industriels. Et ça, c'est quelque chose qui est assez novateur au niveau européen et en tout cas à cette échelle, à l'échelle des 32 CHU français, c'est tout à fait original. Merci Vincent. Alors maintenant, je me tourne vers Dominique Pont. Donc, le projet Fedata, on vous l'a dit, ça engage autour de la commission gouvernance des data de CHU, qui est la représentation de tous les CHU dans le versant de la direction générale, des conférences des PCME, des conférences des doyennes et des doyennes de CHU. Donc voilà, c'est vraiment très CHU centré avec beaucoup de soutien. Dans le projet Fedata, nous avons un partenaire industriel qui est DocaPost, ici présent à nos côtés depuis le début. Donc je vais aussi vous poser 2 questions. La première, c'est pourquoi vous êtes engagé aux côtés des CHU pour construire ce projet très original et disruptif de Fedata. Et puis comme nous venons de parler d'interopérabilité, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ce qu'on appelle la PTIAF, donc la plateforme technique d'interopérabilité et d'analyse fédérée des données de santé. Donc dites-nous un peu plus comment techniquement vous allez pouvoir faire ce qu'on n'est pas arrivé à faire jusqu'à présent. Merci Monique, bonjour à toutes et tous. Bon, déjà, pourquoi le groupe La Poste et DocaPost, on a souhaité s'engager à vos côtés dans l'initiative que vous avez lancée sur cette idée de fédérer, d'interopérer tous les entrepôts données de santé des CHU français. C'est juste que ça craint qu'aujourd'hui, on ait autant de données dispersées qu'on n'y accède pas bien. Ça craint que la Big Pharma se dise c'est trop compliqué en France d'accéder à des données de santé et je préfère aller dans d'autres pays européens. Ça craint qu'on ne soit pas capable de définir des normes d'interopérabilité. Ça craint que dans le domaine des données de santé primaires, il y ait une vraie politique publique avec d'un côté le soutien au développement des systèmes d'information hospitaliers, un collecteur national porté par l'assurance maladie qui est Mon Espace Santé, mais aussi tout le programme Ségur numérique qui consistait à mettre les mains dans le cambouis technique de la connexion des données de santé primaires, des parcours de soins des hôpitaux jusqu'à Mon Espace Santé. Il y avait quand même une case manquante dans les données secondaires, c'est-à-dire les données pour la recherche et l'innovation, puisqu'on finance des entrepôts éclatés, sans vraies normes non plus de structuration claire et nette et précise. La plateforme nationale des données de santé et entre les deux, rien du tout. Aucune logique, aucune politique publique, aucune doctrine pour interopérer ces données et donc avec une perte de valeur économique à la fois pour le système de santé français mais tout simplement pour le pays. Et on voit qu'on perd du terrain en Europe par rapport à ça. Et comme nous, on est des militants de la souveraineté, je ne m'en cache pas, ce n'est pas depuis Trump que je suis souverain, moi je suis souverain depuis toujours, eh bien, on croit que la souveraineté va se bâtir sur la data et que la data, c'est d'abord le travail des professionnels de santé, des médecins, et il faut le reconnaître là où elle est fabriquée, là où elle est constituée, là où il y a la valeur, là où il y a la compétence. Et donc l'idée générale de dire que vous avez porté, on laisse la donnée où on est, mais on résout où elle est, mais on résout les problèmes techniques d'interopérabilité pour simplifier techniquement l'accès centralisé à ces données, c'est un enjeu qui nous paraît massif et majeur pour le pays de manière générale et pour le système de santé français. Donc ça, c'est le pourquoi. On est très motivés et c'est long à coucher, mais d'un autre côté, on est déter pour arriver au bout de ça. L'autre sujet, c'est le comment. Et nous, on milite, en fait, on est plutôt des militants de l'espace européen des données de santé. On critique souvent l'Europe, mais nous, on est plutôt des militants de la norme Gaia-X qui consiste à poser des normes techniques d'interopérabilité des espaces de données. C'est vrai dans la santé, mais c'est vrai dans plein d'autres secteurs. C'est vrai dans le nucléaire, c'est vrai dans le tourisme, c'est vrai dans l'agriculture. Le modèle européen de souveraineté numérique européenne, c'est laisser la donnée où elle est et créer des espaces fédérés, bien interopérabilisés et normalisés pour permettre le lien entre ceux qui ont besoin de la donnée et ceux qui la produisent. Il se trouve qu'en France, vous avez proposé une initiative qui est la première à cette taille-là. On commence à sentir qu'au niveau européen, d'autres pays sont en train de faire le même genre d'initiative. Moi, je prie pour qu'on ne fasse pas du franco-français comme d'habitude, qu'on s'appuie sur des standards européens. Il se trouve que ces standards, ils sont posés. C'est un standard qui s'appelle Gaia-X. Donc maintenant, nous, ce qu'on va essayer de faire avec humilité, c'est de résoudre
techniquement la mise aux normes de ces systèmes d'interopérabilité des EDS des CHU français. Si on fait ça, je pense que c'est un game changer en France et un game changer pour le système de santé français. Merci beaucoup. Donc, en appliquant des normes européennes, c'est comme ça qu'on arrivera à retrouver notre souveraineté. C'est un peu la conclusion. Ouais, il y a des normes toulousaines, mais le mieux, c'est les normes européennes. C'est quand même européen. Ok, je vais passer maintenant la parole à la représentante de la conférence des doyennes et doyens, le professeur Bednarek, pour aussi 2 questions. Donc, peut-être plus sur la partie recherche, comment vous envisagez ce projet FEDATA par rapport à toutes les actions de recherche que, bien évidemment, nous essayons de promouvoir en permanence. Donc, voilà, vous nous direz quels sont les apports principaux de ce projet FEDATA. Et peut-être sur le deuxième sujet, ce serait intéressant que vous nous disiez aussi l'impact du projet FEDATA et de l'utilisation des données de santé sur la formation initiale et la formation continue, parce que là aussi, il y a beaucoup de changements à envisager. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais répondre très concrètement sur votre première question. FEDATA, en tous les cas, c'est une accélération, c'est un gain de temps considérable, aussi bien pour les chercheurs que pour les patients. Pour les chercheurs, je crois qu'on vous l'a bien dit, c'est qu'il y aurait un guichet unique, un accès avec un seul dossier, un seul projet d'une équipe à la constitution d'une banque fait à partir des données des 32 CHU. Donc ça, c'est un gain de temps considérable. Les 18 mois, 2 ans pour monter un projet, cela va être accéléré. Et si on accélère la recherche, on va bien sûr accélérer la prise en charge des patients et aboutir à des prises en charge concrètes. Donc c'est gagnant-gagnant et pour les chercheurs et pour les patients et certainement pour les CHU également. Alors, c'est aussi avoir des données riches et interconnectées. Ça, on l'a dit également, riches, tout simplement parce qu'on va avoir de la clinique, on va avoir du socio-économique, on va avoir de la biologie, de l'IRM, de l'exposome, de la génétique et j'en passe, avec un regard croisé de ces données sur 32 CHU. Alors, juste pour faire un tout petit pas de côté sur une recherche qui nous avait déjà bien impressionné il y a 2 ans, qui partait des banques de données de l'assurance maladie croisés avec des data environnementaux, on a très vite mis en évidence l'association causale, l'association plutôt entre l'augmentation de l'incidence du cancer du pancréas avec l'exposition aux pesticides. Alors j'imagine même pas avec FEDATA ce qu'on va pouvoir faire encore davantage. Et puis aussi, il va y avoir une collaboration encore plus renforcée entre les experts. Chaque CHU a ses experts de data scientists, d'épidémiologistes, de cliniciens, et FEDATA va permettre et aussi cette collaboration fédérée pour accompagner les projets. Et donc ça change le paradigme de la recherche actuellement. Elle ne sera plus compétitive inter-CHU, mais plutôt collaborative avec les CHU, avec l'Europe, elle va être armée évidemment pour les défis mondiaux. Donc cette recherche collaborative pourra être aussi certainement croisée avec la recherche fondamentale, ce qui va être précieux. Alors, concernant votre deuxième partie de question, la formation, tout ça, l'accès à ces banques de données immenses ne peut devenir pérenne ou se pérenniser plutôt que si on a une formation initiale dès les bancs de la faculté de médecine ou de pharma ou autre, en tous les cas en santé, pour que les étudiants apprennent que la condition sine qua non pour que ça marche, c'est la fiabilité de la donnée. Il faut être très exigeant là-dessus. Il faut avoir un regard critique également. Les data ne font pas tout, les épidémiologistes ne font pas tout non plus. Il faut savoir critiquer également le modèle. Ce que ça va changer également dans la formation des étudiants, c'est la collaboration. On ne peut plus faire de la
la recherche tout seul. Et ça, il faut qu'ils le comprennent bien. Et il faut qu'ils le comprennent avec les épidémios, avec les data scientists, avec les juristes, etc. Alors bien sûr, il faudra leur donner également des notions de cybersécurité et puis, d'éthique pour que cette recherche reste raisonnée et raisonnable et ne pas se faire dépasser. Et puis, un dernier point aussi, inculquer la transparence aux étudiants en médecine, parce qu'un consentement éclairé, ça ne s'obtient pas comme ça. Il faut être engagé, ça engage un consentement éclairé. Et plus on sera transparent vis-à-vis des patients, et plus on aura de données, plus on aura la confiance des patients. Alors, pour conclure, FEDATA est vraiment une opportunité historique pour la recherche française et européenne. Et s'il y avait besoin de le dire, la collaboration entre CHU et UFR doit être encore plus étroite qu'elle ne l'a été. On doit marcher main dans la main, les uns pour récolter la data et l'analyser, les autres pour former les analyseurs de data. Et je crois que pour conclure, on va finir par un bel exemple que nous avons sur le CHU de Reims, c'est l'Institut de l'intelligence artificielle, mais qui est à cheval sur le CHU et sur l'université, qui est donc un espace de recherche, mais également de formation indispensable pour qu'on reste souverain dans le domaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je me tourne maintenant vers Frédéric Lavie. Vous représentez les entreprises du médicament. Donc, je vais aussi vous poser 2 questions. Donc, pourquoi et comment vous soutenez ce projet? Qu'est-ce que vous en attendez? Et peut-être avoir un éclairage particulier aussi de vos attentes par rapport à ce projet et par rapport au sujet de la souveraineté, notamment dans le milieu du médicament. Merci beaucoup. Alors d'abord, les données numériques de santé, pour les industries du médicament que je représente, comme pour les startups dont Frédéric Gérard parlait tout à l'heure, c'est une valeur inestimable. C'est une énorme valeur. Et ce d'autant que c'est grâce à ces données qu'on va pouvoir accélérer dans le virage de la médecine personnalisée. Je m'explique. Grâce à ces données, on peut mieux caractériser les maladies d'un point de vue épidémiologique, on peut mieux caractériser les sous-populations de patients, identifier peut-être des patterns, identifier des populations de patients qui répondraient à plutôt telle cible thérapeutique et d'autres qui répondraient à une autre cible thérapeutique, ce qui permet de découper les pathologies au-delà simplement des symptômes cliniques et des diagnostics cliniques qu'on avait l'habitude de faire encore il n'y a pas très longtemps et qui vont vraiment être révolutionnés. Et puis après, il y a une deuxième utilité qui est majeure, c'est l'entraînement de l'intelligence artificielle et la capacité que ces données vont nous donner de pouvoir réaliser justement des essais destinés à ces sous-populations, ces toutes petites populations. C'est fini les grands essais cliniques. Quand on va arriver avec des médecines très personnalisées, on n'aura plus que quelques patients par pays sur lesquels on pourra tester le médicament. Et il est évidemment impossible dans ces conditions de générer des essais cliniques avec 2 bras, un bras contrôle, un bras traitement en double aveugle, etc. Parce qu'on n'aura pas assez de patients pour démontrer une efficacité. Donc, il faudra trouver des alternatives méthodologiques. Et c'est là que l'intelligence artificielle intervient, c'est là que les jumeaux numériques interviennent, c'est là que toute l'utilisation de ces données numériques de santé permet de débloquer la situation et de permettre au final de mieux traiter les patients. Et puis enfin, et ce n'est pas anodin, ça permet aussi de suivre les médicaments une fois qu'ils sont commercialisés et de détecter des signaux de tolérance, des petits problèmes de tolérance qui n'auraient pas été identifiés pendant la recherche clinique et d'être capable d'intervenir beaucoup plus tôt dans le processus pour adapter les traitements, peut-être réduire des doses, enlever certaines associations, etc., etc. Donc, vous voyez que le champ d'application des données de santé est immense. Alors en France, on parlait de souveraineté. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? On a des points forts. Et alors là, vous allez être surpris parce que d'habitude, on n'est pas toujours sur les points forts, mais on a des points forts. On a notamment le SNDS, c'est une base de données médico-administratives qui a une profondeur d'historique exceptionnelle, avec aussi une diversité, puisque tous les patients, c'est une exhaustivité quasiment des données. Hein. Tous les patients de la société française sont inscrits dans ces données, donc ça représente une masse colossale d'informations grâce auxquelles on pourrait commencer à approcher cette médecine personnalisée. On a aussi un cadre réglementaire à l'Europe, mais également en France, et un cadre éthique qui permet de garantir le bon usage de ces données. Et c'est très, très, très important, ça. Ça nous donne quand même aussi un avantage par rapport à certains de nos concurrents qui vont peut-être beaucoup plus vite
mais qui prennent aussi des raccourcis et qui parfois vont être amenés à faire des erreurs éthiques ou des erreurs même de méthodologie. Donc ça, c'est également important. Et on a aussi des atouts en dehors de la santé qui sont les mathématiciens, ceux qui font des algorithmes. En France, on a parmi les personnes les plus géniales en termes d'algorithmes, de mathématiques, etc. On ne le dit pas assez, mais beaucoup de personnes qui se retrouvent à la Silicon Valley, en fait, ils sont français. Hein. Donc ce serait aussi important de pouvoir les retenir et de les utiliser. Donc ça, c'est le terreau de la France. Et on a aussi nos petits défauts. Hein. Et nos défauts, Frédéric en a très bien parlé, c'est la lenteur. On est très lent. Hein. 18 mois pour avoir accès à des données, ce n'est pas possible. Par rapport à tous les autres pays européens, on est derrière. Et ça nous fait perdre. Parce que derrière, en fait, un industriel, il fait une première demande, il voit que le résultat arrive trop tard, donc il se tourne vers d'autres pays. Et la fois d'après, il se tournera directement vers d'autres pays. Il ne perdra pas de temps à aller voir ce qu'il peut faire en France. Et donc ça, c'est des laboratoires qu'on perd au fur et à mesure. Depuis 2022, 35% en moins de laboratoires font des demandes de projets sur l'utilisation des données numériques de santé en France. Ça ne peut plus durer. Et c'est là que Fedata arrive, puisque Fedata, justement, ça nous permet d'imaginer un futur où on se dit, ça y est, enfin, on va pouvoir avoir accès à des données qui seront uniformisées, mais qui seront en même temps rassemblées, puisqu'on aura accès à toutes les données de très bonne qualité qu'il y a dans tous les CHU de France. On pourra les utiliser pour faire des modélisations, on pourra les utiliser pour faire des prédictions de réponse, on pourra les utiliser pour toutes les applications dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, l'autre problème de la France, c'est la complexité administrative. On n'aura plus besoin de contracter pour chaque base de données, avoir un contrat différent, des tarifs différents, des faisabilités à géométrie variable. On aura quelque chose d'unique, de simplifié, qui permettra aussi d'accélérer le processus. Et finalement, quand on parle de souveraineté, on parle de compétitivité. Quand on parle de compétitivité, on parle de rapidité. Et je pense que Fedata va nous permettre d'accélérer, et c'est ça qui rendra à la France sa souveraineté, sa compétitivité dans l'utilisation des données de santé. Et juste pour terminer, la Commission européenne a évalué la valeur d'usage des données numériques de santé en Europe. En 2022, c'était 25 milliards. En 2028, c'est évalué à 43 milliards. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait faire avec toutes ces données. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, on parle d'accélération et encore d'accélération. Et du coup, cher Vincent, ce projet Fedata, où en sommes-nous et qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent pour qu'on ait des éléments un petit peu plus concrets? Alors là aussi, on aimerait bien un peu d'accélération, mais on voit déjà que les choses avancent. Alors peut-être pour un peu d'historique, hein, ce projet s'est initié sur la mobilisation des 32 CHU depuis septembre 2024. Hein, donc vous voyez que c'est un long chemin. Ça me permet d'ailleurs de profiter de ce moment pour remercier l'ensemble des 32 CHU de leur mobilisation continue depuis septembre 2024 sur ce projet. Mobilisation qui ne cesse de se renforcer et qui est essentielle puisque c'est cette unité au sein des CHU qui fait toute la solidité et l'envergure de ce projet. C'est aussi remercier nos partenaires. Alors, notre partenaire initial du projet, DocaPost, qui est avec nous sur la construction de ce consortium Fedata, mais aussi l'ensemble de nos partenaires qui sont en particulier présents ici, les représentants des filières industrielles ou de sociétés et de syndicats. C'est aussi la mobilisation de la commission gouvernance des data de CHU, et on doit le dire, cette association des conférences, des CHU, des PCME, des doyens et d'autres acteurs qui nous apportent leur contribution pour qu'on puisse continuer de faire progresser ce projet. Faire progresser ce projet, c'est aussi d'aller chercher le financement. Et vous le savez, Fedata, pour pouvoir se concrétiser, a besoin d'un financement. Ce financement, nous l'espérons, sera acquis au travers du guichet BPI, 30 espaces de données de santé, de cet appel à projet. Nous avons déjà passé un certain nombre de jalons avec succès, en particulier nous sommes passés devant le jury d'experts de la BPI au sein duquel Fedata a eu un accueil extrêmement favorable, ce qui nous a permis de produire l'intégralité du projet détaillé qui lui aussi a été challengé avec une évolution qui là aussi semble pour le coup bien partie, même si bien sûr je ne peux pas vous donner d'informations que je n'ai pas à l'heure où je vous parle.
Donc en tout cas, ce qui est extrêmement favorable, c'est qu'on voit que dans les prochaines semaines, eh bien, la destination de notre long chemin FEDATA sera connue, puisque l'évaluation de notre projet par la BPI sera aboutie probablement d'ici l'été, et on espère vraiment très vivement pouvoir faire quelques annonces très fortes sur FEDATA dans les semaines qui viennent. Et ce sera à ce moment-là que finalement, eh bien, le vrai chemin va commencer, hein, celui de la construction de cet écosystème, la construction technique de l'ensemble des briques technologiques, mais aussi la construction de cette organisation. Alors qui pour autant n'est pas restée tout à fait inactive, puisque finalement au travers de la construction du projet en lui-même, on a commencé à poser les premières pierres de cette organisation et de ce guichet, et notamment grâce à quelques industriels qui nous ont fait confiance pour nous permettre de faire poindre quelques cas d'usage pour commencer à expérimenter et à toucher du doigt les enjeux organisationnels qui vont se poser à nous dans les prochaines semaines lorsque FEDATA sera opérationnel. Nous commençons à avancer progressivement, et bien sûr les choses prennent du temps, mais grâce à l'unité, à la synergie qu'on a entre l'ensemble des acteurs, on avance dans un climat extrêmement enthousiasmant, et on voit qu'on va pouvoir accélérer les choses dans les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, donc encore peut-être une petite question, puisque là nous parlons bien d'une approche fédérée, donc une capacité collective à travailler ensemble. Donc c'est vraiment ce concept-là qui nous a conduit à construire ce projet FEDATA. Donc est-ce que vous pouvez, Vincent, nous préciser quel sera le circuit en fait pour éclairer les startups, les industries, comment ça va se passer concrètement à partir du moment où on aura un top départ, et aussi nous expliquer toute l'articulation que nous sommes en train de construire avec la plateforme des données de santé pour arriver à chaîner nos données avec d'autres données dont on va avoir besoin et qui vont encore plus enrichir la capacité de la France à avoir un traitement le plus intelligent de ces données. Oui, alors sur le process d'accès aux données de santé, finalement, ça va être assez séquencé, hein. D'abord, une première phase de sollicitation de FEDATA qui va identifier les producteurs de données qui sont intéressés pour participer à une étude, et donc en particulier les CHU. Dès lors que les CHU auront manifesté l'intérêt, il y aura une seconde phase qui sera le dénombrement des patients qui sont possiblement incluables dans cette étude. Une troisième phase qui est nécessaire, qui est la phase de faisabilité, et donc une faisabilité avec des critères qui sont uniques pour permettre d'identifier la capacité des établissements et de FEDATA à répondre aux besoins des industriels et des chercheurs. Et puis enfin, la mise à disposition des données pour pouvoir réaliser cette recherche. L'avantage énorme de FEDATA, c'est que ces 4 phases qui seront centralisées au sein du guichet centralisé seront parallélisées entre l'ensemble des établissements, ce qui fera gagner un temps considérable à l'ensemble des acteurs, des investigateurs industriels et publics. Ensuite, quid de la mobilisation des données ? Eh bien là, il y a 2 cas de figure qui vont pouvoir se poser aux investigateurs. Soit l'analyse de ces données pourra se faire de manière fédérée, et c'est vraiment l'enjeu majeur de FEDATA, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les données resteront hébergées dans leur environnement natif de production, en proximité de leur expertise, et grâce à des approches statistiques distribuées ou à des approches d'analyse d'IA fédérée, du federative learning, on pourra réussir à entraîner des algorithmes ou réaliser des statistiques sans avoir besoin de mobiliser les données. Donc ça, c'est la première approche qui sera possible grâce à une plateforme nationale, la PTIAF. La deuxième approche, c'est quand même, parfois, on a besoin de centraliser ces données pour pouvoir notamment les appareiller. Les appareiller à la base du SNDS, on en a parlé tout à l'heure, les appareiller à d'autres sources de données externes. Et FEDATA permettra aussi d'être ce connecteur qui
permettra de prendre les données des CHU pour aller notamment les centraliser sur un environnement sécurisé comme la plateforme des données de santé où pourra être réalisé le chaînage avec le SNDS. Et on a beaucoup de discussions avec la plateforme des données de santé justement aussi pour pouvoir faciliter ce chaînage qui est un enjeu majeur puisque, comme Frédéric l'a dit, les données du SNDS sont extrêmement riches et précieuses. Elles le seront encore plus et plus utilisables si on arrive à les connecter avec les données de vie réelle. Et donc ça, c'est aussi un enjeu de FEDATA qui ambitionne d'accélérer l'accès à ces données au SNDS couplées avec les données de vie réelle. Peut-être une information aussi, puisque dans l'assistance, je reconnais pas mal des collègues de CHU. Donc, vous dire que sous cet exemple de cette initiative assez disruptive des CHU de travailler ensemble pour faciliter l'accès aux données de santé, etc., vous dire que le projet FEDATA, c'est un projet qui est un petit peu en amont de toute la démarche collective qui est aussi engagée sur les outils d'intelligence artificielle, puisque les données sont au service aussi, et notamment de l'intelligence artificielle, de tous les projets de recherche. Donc vous dire que sur cet engagement collectif des CHU, c'est en train de faire des petits, je dirais, et d'essayer de s'ouvrir aussi sur l'intelligence artificielle. Donc il y aura d'autres éléments aussi sur le stand des CHU qui vont développer ce projet-là. Peut-être on a le temps d'un tout petit mot de conclusion. Donc je vais vous passer la parole à chacun d'entre vous pour nous donner un petit peu un éclairage sur qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir. Donc je vous repasse la parole, Frédéric Gérard. On a quand même le sentiment qu'on n'a jamais été aussi près d'un succès de FEDATA. Donc on souhaite effectivement que la situation puisse avancer. On a perdu beaucoup de temps qui n'est pas du fait des CHU, le temps administratif français habituel. Et c'est bien dommage parce qu'à côté de ça, le monde avance. Tout le monde ici suit un peu la géopolitique et on a quand même deux blocs aujourd'hui avec des redistributions qui sont importantes. La Chine qui émerge comme étant une terre essentielle d'innovation, qui est très digitalisée. Et donc il y a vraiment urgence à pouvoir accéder aux données françaises, exploiter complètement ces données au service de l'innovation, au service des patients et quelque part en faire aussi un élément d'attractivité pour les investissements étrangers en France. Ouais, moi, mon sentiment, c'est qu'on est dans un moment où les planètes s'alignent sur le sujet. C'est pas si souvent que 32 CHU se fédèrent pour avoir un dispositif unique. C'est une partie de l'alignement de planètes. On sent quand même que le sujet de la souveraineté, ça devient un vrai sujet à la fois pour l'indépendance de notre système de santé, l'indépendance économique, et puis même de manière générale le système de valeurs. Donc on est dans un terreau culturel un peu favorable à ça. On a aussi une évolution de la doctrine et peut-être de la politique de la plateforme nationale des données de santé. Voilà, une nouvelle gouvernance, un move to cloud vers un cloud souverain qui est quand même un bon signal quand même pour le pays. Puis on sent que la logique écosystémique, c'est-à-dire de dire, de pas fantasmer sur le fait que toutes les données vont être au même endroit, mais qu'il va falloir travailler avec ceux qui ont produit la donnée, à savoir les professionnels de santé. Et puis on va arriver des normes européennes dans le secteur de la santé, mais au-delà, dans les autres secteurs, sur des standards européens qui vont vers la fédération de la data. Donc on sent qu'avec l'avènement de l'IA, si on résout de façon très humble et très pragmatique l'accès sécurisé, standardisé à la data, à ce moment-là, on sent qu'on va pouvoir bénéficier de quelque chose. Mais moi, depuis, on va dire, une quinzaine d'années que je regarde ces sujets sur les données de santé secondaires, c'est la première fois que je sens qu'il y a une sorte de début d'alignement de planète et je suis super optimiste. Moi, je vais être vraiment très raccord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense que la collaboration de tous les acteurs est un facteur clé de succès. La rapidité dans la mise en place en est un autre également. Et pour faire le pendant de ce que disait Dominique, je partage totalement son optimisme sur le fait que c'est possible, on y arrive et que c'est la bonne stratégie de fédérer les données et de laisser les données là où elles sont dans les différents entrepôts, mais d'être capable de les fédérer avec ce système et ce standard qui est d'ailleurs un standard européen, comme ça a été dit. Le diable est dans les détails. Donc, toujours penser, si on accélère sur cette interopérabilité, si on y arrive à débloquer tous les freins techniques, ne pas oublier
les petits freins de process, de signature, de contrat, etc., qui peuvent tout mettre par terre. Et donc, c'est vraiment ça sur lesquels il faut qu'on soit vigilant. Et profitons-en, on est tous alignés, donc allons-y et faisons ce qu'il faut. Oui, ça va être très court. Je crois qu'on vient de le dire. Allons-y, ne regardons pas en arrière. Et surtout, on a une belle opportunité historique là, de faire la différence. Donc, il faut y aller ensemble, CHU et université. En conclusion, peut-être 2 mots. Merci et à bientôt. Merci pour votre engagement, pour votre soutien, pour votre confiance, en particulier bien sûr des 32 CHU et de l'ensemble de nos partenaires. Sans ces ingrédients essentiels, on ne pourrait pas rêver de FEDATA et voir ce rêve possiblement se concrétiser dans les semaines à venir. Donc un grand merci et puis à bientôt parce que si, comme on l'espère, FEDATA se concrétise dans ces prochaines semaines, le travail va commencer. Ou recommencer pour pouvoir avancer ensemble sur l'ensemble des chantiers qui vont s'ouvrir avec FEDATA, des chantiers passionnants et au potentiel, comme on l'a bien dit, je crois, autour de cette table ronde, qui sont extrêmement importants pour notre système de santé, pour notre recherche et pour la France. Merci beaucoup à vous tous. J'oserais dire peut-être qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine ici même et qu'on comptera tous les cas d'usage qu'on a vraiment mis en place. On peut se donner ce rendez-vous collectif. Voilà, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais c'est possible, soit tout de suite, soit après la séance. Merci beaucoup à tous les membres de la table ronde et merci à ceux qui ont organisé cette conférence avec moi. Merci beaucoup.